Il faut que des gens posent des questions, il faut que les journalistes fassent leur travail. Quand je vois le RN, quand je vois ce que dit M. de Villepin là-dessus, quand je vois ce que dit M. Glucksmann là-dessus, quand je vois ce que dit M. Attal là-dessus, vous avez les mêmes débats qui reviennent constamment, les mêmes questions qui reviennent constamment. C'est typique des libéraux. Quelle innovation nous avons eue? Quel impact sur la croissance nous avons eu? Parce que tout ça avait été fait en nous promettant ça. Si on veut taxer les gens, on veut savoir de combien. Voilà, taxer les résultats, on veut savoir de combien. Il faut que les gens aient du concret. C'est ça l'économie, c'est ça un programme sérieux. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Aux médias, on a un message très important à vous dire avant de commencer. Nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet et notre survie en dépend. À partir de quelques euros par mois et défiscalisable, permettez au premier média télé indé de France d'exister. Rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, on va aller gratter dans les idées de Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann. Ça promet, c'est parti. Aujourd'hui, on parle des petits chouchous des médias pour la présidentielle. J'ai nommé Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann. On commence par Gabriel Attal. L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron tente d'incarner un renouveau, une jeunesse émise sur la stratégie « Je raconte ma vie personnelle ». Je parle beaucoup de ma vie personnelle dans ce livre et j'essaye de le faire d'abord pour montrer d'où viennent les combats que je mène politiquement aussi. Je raconte que ma mère nous a élevés seuls avec mes sœurs après avoir divorcé de mon père, que ça a été difficile, que c'est difficile pour une mère célibataire aujourd'hui. Il y en a 2 millions en France, plusieurs millions en France. Je parle des inégalités entre les femmes et les hommes dans le travail. Je parle aussi de mes sœurs et de ce qu'elles ont vécu. Donc, quand je m'engage sur la question du harcèlement à l'école, ça vient aussi d'une expérience que j'ai vécue malheureusement quand j'étais adolescent, que je raconte dans le livre. Thomas, cette mise en scène un peu là de sa vie personnelle, de ses traumatismes, etc., est-ce que c'est pas aussi un bon moyen de cacher son bilan ? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on va parler de la forme en choisissant ce que l'on veut mettre en avant, bien sûr, de sa personnalité. On ne va pas trop parler de son enfance dorée, l'école alsacienne, Sciences Po, etc. On va parler plutôt de tous les problèmes, de tout ce qu'il a vécu, qui peut être intéressant, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que la Macronie a un bilan, qu'il a fait partie de ce bilan, et que ce qui était promis n'a pas eu lieu, et donc c'est ça normalement dont il faut parler. Mais comme il sait très bien que son bilan, même en termes économiques, qui était quand même un point important de Macron en 2017, n'est pas au rendez-vous, donc on efface tout ça en parlant plutôt de soi, avec un récit intime, des relations qu'on avait avec le président, du fait que c'était difficile de communiquer avec lui, des choses comme ça, banales en fait, mais rien de concret sur ce qui a été fait. Et puis quand on parle de fond, ça donne ça. Comment est-ce qu'on baisse les charges qui pèsent sur le travail ? En faisant des économies. Parce qu'en fait, ces charges, elles financent des dépenses, notamment du modèle social. Quel type d'économie, par exemple ? Un, sur l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on réduit encore la durée d'indemnisation ? Moi, je propose tout simplement qu'on se mette à peu près au niveau de la moyenne des pays européens sur la durée d'indemnisation, le nombre de mois qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir avoir le chômage. C'est-à-dire qu'on raboterait encore l'assurance chômage selon vous ? C'est pas une question de raboter, c'est aussi incitatif pour reprendre un travail. C'est non pas supprimer l'assurance chômage, mais se mettre dans la moyenne des pays européens. La réalité, c'est que... C'est quoi la moyenne ? Non, mais ce que j'avais proposé, moi, c'était autour de 18 mois d'indemnisation, par exemple. On est à 18 mois, je crois, aujourd'hui. Non, j'avais proposé de passer... Bref. Parce qu'on était à 24 mois avant, et là, maintenant, on est passé à 18. C'est ça, et en fait, on va faire une nouvelle proposition sur le sujet. J'ai plus en tête exactement, ça date il y a 2 ans, ce que j'avais proposé dans ma réforme. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de réduire pour se mettre près dans la moyenne. Thomas, c'est pas fameux, là, cette séquence. Non, c'est pas fameux, parce qu'en plus, c'est lui qui a mené en partie la réforme de l'assurance chômage, donc il devrait connaître un peu ses dossiers. Mais c'est symptomatique d'une chose, qu'il faut vraiment que les gens aient en tête avant 2027. Les libéraux, et Macron était exactement pareil, ont pour but toujours d'effacer la réforme précédente, en faisant comme si elle n'existait pas, plutôt que de se dire, voilà, on a appliqué tant de réformes, ont-elles fonctionné ou pas ? Comme ils doivent poursuivre cet agenda de réforme, ils font comme si la réforme précédente n'avait pas existé. Donc ils disent, ça n'a pas existé, on va continuer à baisser l'assurance chômage, on l'a déjà baissé, ils l'ont mis à 18 mois, ils vont continuer à la baisser, et ils vont faire des réformes où ils vont se dire, voilà, il faut que le travail paye plus, il faut faire en sorte que le code du travail soit moins important, il faut réduire le nombre de fonctionnaires, enfin, ils vont poursuivre l'agenda qu'ils ont mis en place, en faisant comme si ce qui avait été fait avant n'existait pas. Et ça, il faut que les gens l'aient en tête, parce que quand on suit ces débats depuis un certain nombre d'années, ce qui est mon cas, vous avez les mêmes débats qui reviennent constamment, les mêmes questions qui reviennent constamment. La France qui s'enfonce quand même
on voit les services publics qui fonctionnent de moins en moins bien, une partie des gens qui ont de plus en plus de mal à vivre avec leur salaire, les inégalités qui augmentent, mais on vous dit qu'on n'a pas été assez loin dans la potion qui a été appliquée les années précédentes. C'est typique des libéraux, et pour 2027, il faut que les citoyens soient vraiment conscients de ça. Les libéraux annulent les réformes précédentes et font comme si elles n'avaient pas existé. Ceux qui ont suivi le savent, ceux qui n'ont pas suivi, ils arrivent, ils disent « Ah oui, c'est vrai, il a peut-être raison ». Non. Là, il y a un bilan de la Macronie. Il va falloir tirer, à un moment que quelqu'un tire les conclusions de ce bilan. Au-delà du cafouillage, parce qu'on ne va pas être filou quand même, ça révèle un programme politique. Tu l'as dit, on entend dette, déficit, travail, économie, même délinquance. J'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est vraiment du macronisme pur et dur, quoi. C'est du macronisme pur et dur. Alors, il y a rien voire du sarkozysme, si je pousse de toute façon, le macronisme a très, très largement dévié vers le sarkozysme. C'est-à-dire que la différence entre le macronisme et le sarkozysme, c'était quoi ? C'était que Nicolas Sarkozy avait un programme économique qui ressemblait à celui de Macron, en moins fort, il faut le dire, en moins fort. Mais il y avait toute une autre partie sur le sociétal où il se devait, pour tenir ses voix de droite, être beaucoup plus conservateur. Donc il y avait la question de l'immigration qui était beaucoup mise en avant par Sarkozy comme un problème, ce qui n'avait pas été le cas de Macron en 2017, il faut le rappeler. Mais 10 ans, 2 quinquennats, très vite il a dérivé vers la droite, y compris sur les questions d'immigration et d'autres questions qui étaient plutôt propres à la droite, qui n'avaient pas mis en avant en 2017. Donc le macronisme ressemble très fortement au sarkozysme, en pire sur l'économie, avec beaucoup plus de réformes. Et là, on ne sait pas encore quel va être le programme de Gabriel Attal, mais on voit à peu près ce qui se dessine. Il y a la question de l'immigration, il y a la question encore de la dépense publique, de la dette, du fait qu'il faille laisser plus de place aux entreprises pour qu'elles puissent innover. Enfin, les mêmes choses qu'avant. Et en réalité, tout ça a déjà été fait. Et quelle innovation nous avons eue ? Non, mais quelle innovation majeure nous avons eue ? Quel impact sur la croissance nous avons eu ? Parce que tout ça avait été fait en nous promettant ça. Quel changement ? Des économistes avaient dit qu'il allait y avoir un changement radical sur la transition énergétique et écologique. Quel changement nous avons eu ? Pas grand-chose en réalité. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. Alors après, il y a tout l'aspect médiatique qui réalise ce qu'on appelait, on l'avait souvent dit ici, des concours de beauté. Et Gabriel Attal est très conscient de ça et il manie ça bien. Mais il ne faut pas que les électeurs soient dupes. Il ne faut pas qu'on nous refasse le Macron de 2017 avec quelqu'un dont on commande tous les faits et gestes, qui fait beaucoup de une et qui, au final, avait un agenda, lui, pour le coup, très précis, qui visait de redonner de l'argent aux plus riches. Et pendant très longtemps, les débats ont été perturbés, y compris par des journalistes de gauche qui nous disaient « Oui, est-il de gauche, est-il de droite ?» En réalité, il était très à droite et on le savait sur l'économie. Puis rappelons, Gabriel Attal, c'est vrai qu'il fait jeune, moderne, il fait des TikTok, et puis même de visage. C'est quelqu'un de très jeune. Il incarne quand même le vieux monde. On est sur un programme économique très libéral. Comme on a dit, c'est du macronisme, mais c'est très très dur. Et même sur les valeurs sociétales, il met beaucoup en avant son homosexualité pour parler de progressisme. Mais on parle du monsieur qui a fait le combat contre l'abaya à l'école, alors qu'il y avait des problèmes de harcèlement scolaire, des problèmes de pauvreté, des problèmes d'enfants qui ne mangent pas à la cantine. Et son combat, c'était une robe, quoi. Ouais, bien sûr. Il a mis une cible sur les enfants musulmans ou les enfants arabes ou les enfants qui portaient des longues jupes d'un seul coup, comme ça... pour un agenda aussi. La future campagne va être truffée de choses comme ça. Il ne faut pas l'oublier, quoi. Ouais, c'est le bien monsieur sûr, abaya, ça va être truffé de choses comme ça parce que le vrai fond, les vrais problèmes, la question du salaire des enseignants, la question des conditions de travail des enseignants, des conditions d'accueil des élèves aussi. Bah oui, là, il fait 40 degrés dans les écoles, c'est impraticable. Voilà, tout ça a un coût budgétaire, tout ça est plus compliqué, puis tout ça fait moins le buzz que des petites sorties comme ça. Donc, à mon avis, pour masquer un programme qui va être très régressif, qui est dans la continuité de Macron et probablement en pire, parce que Macron a quand même fait des choses contrairement à ce que les gens vont dire, il va y avoir comme ça des effets, parfois en mettant en avant des choses personnelles pour pas qu'on puisse l'attaquer, et puis parfois des choses comme ça, beaucoup plus nauséabondes pour faire le buzz. Oui, c'est un peu le même vernis qu'Emmanuel Macron qui avançait quelques idées progressistes comme ça, alors qu'au final... Emmanuel Macron, oui, par exemple, quand il avait dit la colonisation est un crime contre l'humanité, c'est une façon de gagner quelques voix. Quand il avait été faire un football à Sarcelles, mais son programme économique était un programme très dur à l'égard des classes populaires. Après, on l'a souvent dit ici, le problème avec Macron, et j'ai peur que ce soit le problème aussi avec Gabriel Attal et aussi Raphaël Glucksmann, c'est que très rarement les vraies questions sont posées. Et donc on peut dérouler des choses et dire des choses, comme l'a dit Macron, sans que les questions soient posées. Des questions simples. Si tu retires 15 milliards à l'assurance maladie, comme c'est écrit sur le programme, qu'est-ce que tu coupes
Où est-ce que tu fais des économies? Quels médicaments tu rembourses plus? Quel traitement tu rembourses plus? C'est très simple comme question. Et c'est des questions qui n'y ont pas été Ouais, on posées. n'est plus dans les débats de fond, quoi. Maintenant, on va s'attaquer à Raphaël Glucksmann. C'est un peu un ovni politique coincé entre le PS et la Macronie. Mais du coup, ça donne quoi en termes de programme? Alors, on aimerait faire des blagues sur son charisme, mais on est sérieux ici, donc on va parler du fond. On regarde. Taxer les plus hauts patrimoines. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les ultra-riches échappent à la taxation commune. Donc, taxation des plus hauts patrimoines, oui. Taxation des super profits, comme ceux de Total en ce moment en pleine crise énergétique, oui. Taxation des plus grands héritages, pas des héritages modestes, des plus grands héritages. Taxer les retraités aisés, ça veut dire quoi? À partir de combien on est un retraité Je ne aisé? vais pas vous donner un seuil aujourd'hui. Je veux dire, il est évident qu'aujourd'hui, les retraités les plus aisés devront contribuer. Et que, oui, aujourd'hui, nous sommes dans une situation très paradoxale. Et donc, vous ne savez pas encore à combien vous fixez la barre? Mais je ne vais pas vous donner de chiffres aujourd'hui. Thomas, il y a beaucoup d'idées, mais c'est un peu frileux. Oui, il y a beaucoup d'idées. On va y revenir, je pense, sur chaque thème. Après, moi, j'ai lu le livre. Ce qui m'étonne, c'est qu'on est à 1 an de la présidentielle. Pour quelqu'un qui se dit, voilà, qui va annoncer probablement sa présidentielle bientôt, mais on est à 1 an de la présidentielle. Et il n'y a absolument rien, encore une fois, de chiffré. Et lui-même l'a dit, là. Il a dit, les chiffres, c'est une vision, les chiffres vont se faire plus tard. Bah, écoutez, très bien, mais nous, c'est ce qu'on veut, concrètement. Si on doit augmenter le salaire des profs, on veut savoir de combien. Si on veut taxer les gens, on veut savoir de combien. Voilà, taxer les héritages, on veut savoir de combien. Il faut que les gens aient du concret. Mais ça nécessite de se positionner. À partir du moment où vous vous positionnez, il y a des gens qui sont fâchés. Voilà. Et donc, c'est très simple de dire, il faut. Non, il faut à un moment dire de qui va être taxé, de combien on va augmenter, et ainsi de suite. Parce que c'est ça l'économie, c'est ça un programme sérieux. Glucksmann, il est attaché à investir dans l'éducation, tu l'as dit. Il a dit qu'il voulait augmenter les enseignants. Est-ce que c'est bien de mettre ce thème en avant? Alors, il a dit qu'il voulait augmenter les enseignants. Il a dit qu'il voulait baisser le nombre d'élèves en classe, ce qui est une bonne chose. Sur les deux, on est d'accord. Il a bien expliqué qu'on était un des pays où on payait le moins bien nos enseignants. On est d'accord avec ça. Après, il dit qu'il va retirer quand même un certain nombre de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Alors, j'aimerais bien qu'il me dise où. C'est intéressant ça, parce que voilà, qui serait soi-disant moins utile, c'est un peu ce qu'il laisse entendre. Mais alors où et combien? Voilà. Donc moi, quand je lis son chapitre sur l'école, qui veut remettre l'école de la République face à TikTok, qui fait l'éducation aujourd'hui, c'est un peu ce qu'il explique dans son livre. Moi, je dis très bien, c'est intéressant. Mais alors, de combien vous augmentez les profs? De 20 euros, de 100 euros, de 200 euros, de 300 euros, de 400 euros, de 500 euros? Vous les mettez au niveau de l'OCDE, au-dessus de l'OCDE, j'en sais rien. Ça, les profs veulent savoir, c'est les premiers concernés. Moi, je vais voir un prof, je dis, je vous augmente, je suis de combien? Voilà, si tu m'augmentes de 20 euros, ça ne sert à rien. 20 euros qui seront rebouffés par l'inflation. Bah, donc, de combien tu augmentes? Si tu en augmentes d'un certain nombre, quel est le budget que tu vas mettre derrière? Ça, c'est important, parce que le budget, il est important. Et le budget, ce qui signifie que la dépense publique va augmenter. Si tu baisses le nombre d'étudiants par classe, combien de classes supplémentaires tu vas créer? Ça en est. Et quel coût il va y avoir? Et après, sur les postes de fonctionnaires que tu supprimes, qui et combien? On a envie de savoir tout ça. Ça, c'est du concret. Je veux être président, moi j'ai une fiche, et concrètement je dis voilà ce que je vais faire. Ça me fait penser à Hidalgo qui avait dit, on s'en souvient, on va doubler les salaires des enseignants. Alors ça a été fait très rapidement à mon avis par de la com, mais quand on lui a dit mais ça coûte combien et tout, je sais pas. Donc, à un moment, rentrons dans le concret. On est en train de parler d'une présidentielle là, où on est en train de faire un livre, un essai, et là où on peut dire des choses. C'est une présidentielle, c'est concret, donc les gens veulent savoir. Voilà. Et ça c'est important, il faut que des gens posent des questions, il faut que les journalistes fassent leur travail, qui pose des vraies questions. Là, par Duhamel, qui pour le coup a très bien fait son travail à France Inter, là, parce qu'il a posé la question, il a fait la tournée le 20h, il n'a pas posé cette question-là. Bon. On a aussi cette idée de le travail doit payer plus. Alors, c'est pas le seul à le dire. Encore une fois, c'est bien sur le papier, mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, le travail doit payer plus, on est tous d'accord. Alors, parce que ça, tout le monde le dit. Hein. Ah, mais comment, tout et quand. Mais Macron l'a dit, Attal l'a dit, Le Pen l'a dit. Alors après, il y a deux façons de faire. Il y a la façon Macron qui a déjà été faite. Je baisse les cotisations. Macron, souvenons-nous, il a dit, d'ailleurs on le retrouve un peu dans le livre de Glucksmann, dans l'opposition salarié-retraité, mais Macron avait dit, je baisse les cotisations et j'augmente la CSG. En 2017, tout le monde l'a oublié. Ça a fait gagner en pouvoir d'achat de l'argent aux salariés, puisqu'ils avaient moins de cotisations, ils avaient un peu plus CSG, et ça a appauvri les retraités. Donc on a rééquilibré ce que les gens voulaient. Les retraités, il faut les appauvrir. Ça fait plaisir à tout le monde. Et donc on a augmenté le pouvoir d'achat des salariés. C'est ce qu'il a fait Macron. Donc beaucoup de gens veulent continuer là-dessus. C'est ce qu'il a proposé d'ailleurs Attal face à Rémi Buzyn dans Brut. Il a dit on va supprimer encore les cotisations. Alors je ne sais pas ce qu'il reste à supprimer. Mais bon, il dit voilà, on va supprimer, il faudrait nous dire quoi. Et là, j'ai l'impression que moi, dans ce que dit Raphaël Glucksmann quand il dit « oui, le travail ne paye pas assez », qui se dirige plutôt là-dessus. Enfin, c'est ce qu'il laisse entrevoir. Sinon, il y a les autres solutions.
augmenter le SMIC. Il n'en parle pas dans le livre. Le SMIC, on peut l'augmenter, ça. C'est un salaire minimum. Il n'en parle pas. On peut dire, on l'a souvent dit ici, faire en sorte que dans les accords de branche, ce soit plutôt le SMIC qui figure, ce qui fera augmenter tous les revenus. On peut aussi dire, voilà, on indexe jusqu'à 2,5 fois le SMIC les salaires sur les prix. Parce qu'on a vécu de l'inflation. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut dire. Ou alors faire un travail sur le partage de la valeur ajoutée, et voilà, le partage des bénéfices. Exactement, tout ça. Il y a plein de pistes. Mais les gens veulent, encore une fois, on veut des choses concrètes. Dire, voilà, il faut augmenter les salaires, oui, tout le monde est d'accord. Mais après, comment ? Ça, c'est du concret. Voilà. Et donc ça, pareil, on n'a pas de réponse. Et sur les retraites, alors ? Parce que ça, c'est un sujet brûlant. Sur les retraites, c'est un sujet très brûlant. Et là, pareil, alors moi, ce qui m'inquiète dans le livre, c'est qu'il reprend typiquement le narratif de la droite. Et moi, je pense que ça va être... Parce que d'ailleurs, Bardella l'a repris aussi, récemment. Il a dit là, finalement, 62 ans. On n'est pas surpris, nous. Mais là, il l'a dit officiellement. Ce qui n'était pas la position de Marine Le Pen, qui voulait au début 60, qui avait dit 62, qui quand même se méfiait. Là, Bardella l'a dit, la situation est compliquée, pour une question démographique, pour une question d'équité entre générations. Donc, en fait, tout le monde reprend le narratif imposé par les libéraux, qui n'ont pas supporté qu'il y ait une majorité de Français qui soient opposés, alors qu'ils ont gagné. Elle était passée au forceps, cette réforme des retraites à 64 ans. Ils ont gagné. Ils ne peuvent pas supporter ça, que la majorité des Français étaient contre. Pour eux, c'est incompréhensible. Les Français sont idiots. Donc, il faut les convaincre. Nous l'avait dit à notre micro. Voilà. Donc, il faut les convaincre qu'il y a un problème d'équité entre générations, discours que reprend Raphaël Glucksmann dans son livre, qu'il y a un problème démographique, discours que reprend Raphaël Glucksmann dans son livre, et donc qu'il faut faire un effort, parce que sinon on laisse une dette à nos enfants. Discours que reprend Raphaël Glucksmann dans son livre. Alors moi, c'est très, très inquiétant, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez ça, c'est quoi le résultat de ça ? Alors moi, il n'y a pas de résultat expliqué. Mais on aimerait bien savoir, mais on le voit bien. Alors il nous dit, oui, on va faire en sorte que ceux qui commencent tôt partent plus tôt, c'est déjà le cas. Sous Macron, d'ailleurs, son conseiller, M. Rousseau, qui l'a repris, sous Macron, avant Macron, vous commenciez jeune, vous finissiez à 60 ans. Grâce à la réforme commandée par M. Rousseau, qui aujourd'hui a rejoint Macron, c'est 62 ans. A rejoint Glucksmann ? Voilà, a rejoint Glucksmann. C'est 62 ans. Donc, on leur met 2 ans en plus dans la vue, pour des gens parfois qui sont explosés, cabossés, etc. Donc, là, moi, je ne vois pas quelle va être la suite de ça. Alors, la pension, on l'a déjà dit ici, la pension médiane, c'est-à-dire 50% sont en dessous, 50% sont au-dessus. La pension de retraite médiane, c'est 1 400 €. D'accord ? Après, il y a bien sûr des retraités qui sont beaucoup plus propriétaires, certains qui ont des patrimoines énormes. Pourquoi ne pas taxer le patrimoine ? C'est ça. On l'a souvent dit ici. Et pourquoi ne pas faire ça dans ce cas-là ? S'il y a des retraités ultra riches et qu'on est en mode c'est pas normal, et ben on taxe tous les ultra riches, retraités ou pas retraités. Tout à fait. La question, c'est pas les retraités, la question c'est les ultra riches. Exactement. Et c'est exactement ça. La pension de retraite, d'ailleurs, c'est un revenu qu'on déclare. Donc si on trouve que c'est dégueulasse, que le gouverneur de la Banque de France ait une retraite hyper élevée, on taxe les revenus. Nous, on est d'accord. Voilà, nous sommes d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'on veut plus de progressivité sur les revenus. On trouve ça dégueulasse que le taux marginal soit le même pour des gens qui soient à des hauts revenus, mais d'autres à des très très hauts revenus. On pense qu'il faudrait plus de progressivité. Dans ce cas-là, ouvrons une discussion là-dessus, ouvrons une discussion sur le patrimoine. Mais opposer la génération qu'on a réussi à mettre à l'abri de l'extrême pauvreté, mais quand même à l'abri de l'extrême pauvreté, ce qui était ce que voulait le Conseil national de la résistance. Il voulait qu'il y ait des lendemains quand même qui soient assurés. Vouloir utiliser ça en disant voilà, écoutez, ils sont trop nantis parce qu'ils sont légèrement au-dessus du taux de pauvreté des salariés, et donc jouer l'opposition générationnelle, c'est un truc de droite, quoi. Faut le dire, c'est un truc. Voilà. Et là, quand je vois le RN, quand je vois ce que dit M. de Villepin là-dessus, quand je vois ce que dit M. Glucksmann là-dessus, quand je vois ce que dit M. Attal là-dessus, quand je vois ce que dit M. Édouard Philippe là-dessus, je pense que là, il va y avoir une vraie segmentation. Et il va falloir que, de l'autre côté, alors Mélenchon, on sait sa position et on sait qu'il restera. Mais il faudra que Mme Tondelier, M. Faure, NC se positionnent aussi là-dessus. Est-ce qu'ils vont rejoindre le discours dominant ou est-ce qu'ils vont se dire non, on tient bon, c'est un choix social, c'est un choix de société parce que les Français sont d'accord avec ça dans la majorité des cas, donc nous ne bougerons pas là-dessus. Nous ferons en sorte que les retraités puissent partir à la retraite et on reviendra sur l'ancienne réforme, la réforme de Mme Borne, qui a été passée au forceps. Puis encore une fois, de l'argent, il y en a, il suffit d'aller le chercher. Et tout à fait. Alors attention, parce que Raphaël Glucksmann n'est pas candidat officiel à la présidentielle, il se donne 3 mois et demande un changement. Est-ce que c'est possible ça ? En gros, il a un peu influé une union de la gauche sans LFI. Est-ce que c'est possible d'aller de Glucksmann au PC
en termes de programme, là, parce que c'est ce qui manque dans les débats, c'est une vision, un programme, quelque chose de concret. Parce que le NFP, c'était plutôt concret comme programme. Il n'a pas vraiment été respecté ou appliqué dans sa forme et dans le fond. Mais est-ce que là, c'est possible de répondre à l'appel de Raphaël Glucksmann j'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup d'idées, quoi. Non, on ne parle pas beaucoup d'idées. De fond. Non, on aimerait bien avoir le fond parce qu'il y a des différences. Il y a eu des très grosses différences, par exemple, entre le PC et Jean-Luc Mélenchon sur la transition énergétique. Mm-hmm. Jean-Luc Mélenchon, et il tient là-dessus, il veut sortir du nucléaire. Le PC, traditionnellement, ne voulait pas sortir du nucléaire. Donc, ils ont à un moment discuté là-dessus et puis ils se sont alliés à certaines présidentielles. Là, par exemple, sur ce point-là, on voudrait avoir la version de Raphaël Glucksmann. Parce que s'il dit qu'il ne veut pas sortir du nucléaire, ça va être difficile de prendre les écolos. Parce que M. Jadot, qui est souvent avec M. Glucksmann, lui, voulait sortir du nucléaire. Donc, c'est très compliqué. Et donc, vous voyez, une fois qu'on aura, à mon avis, discuté des postes potentiels, des pourcentages, des législateurs, voilà, après, il faudra s'unir au niveau du programme. J'ai l'impression quand même que toutes les questions programmatiques, elles sont à géométrie variable en fonction de l'obtention d'un poste ou pas. On l'a bien vu avec des NFP qui étaient d'accord et qui a tous signé. Puis après, il y a des gens qui disent « Ah bah non, on ne voulait pas ça en fait, on a signé ça comme ça ». Enfin, on l'a vu, hein, des gens du PS. On a même vu des gens pendant la primaire du Parti Socialiste en 2017 qui ont juré sur l'honneur qu'ils soutiendraient le gagnant et qui après, prouvent qu'ils n'ont pas d'honneur, ils ont soutenu Macron. Moi, je pense que la négociation politique a amené parfois à des choses assez bizarres. Donc, c'est possible qu'on retrouve... cette espèce de construction un peu bizarre. Est-ce que tu as l'impression qu'on passe complètement à côté du débat politique là, dans la course à la présidentielle, c'est-à-dire qu'on ne parle plus, comme tu disais, de programme, on ne parle plus de fond. Il y a beaucoup d'idées comme ça balancées, mais en fait, ce qui manque, il y a un mot qui manque, c'est la planification, quoi. Exactement. Non, mais surtout, moi, je pense pour qu'on ne refasse pas le coup de 2017, parce qu'on nous a fait un coup en 2017 qu'on a refait en 2022 de manière beaucoup plus forte. Mm-hmm. Le coup de 2017, ça a été en fait un candidat qui est arrivé, qui avait une vision très libérale, qui l'a brouillé habilement avec de la com, qui savait très bien faire, c'était Emmanuel Macron, qui a déroulé un programme très rapide, qui était très dur, qui était un programme libéral comme jamais, mais qui, comme il était parti, que ça y est, c'est fini, dont on a très peu discuté, et il s'est fait élire là-dessus. Et même parfois, moi, j'ai des gens qui ont voté pour Macron, quand je leur rappelle ce qu'il avait mis dans son programme, ils me disent « Ah ouais », ils finissent par me dire « Ah ouais, mais Hamon, je pouvais pas, Mélenchon, je pouvais pas ». Ils se justifient en fait par élimination, tellement ils ont été brouillés, et des gens qui ont fait des études, ça qui est grave, tellement ils ont été brouillés par la com, par le petit geste, par la petite phrase, etc. Donc, on a eu cette campagne-là. En 2020... Parce que Macron, il avait publié son programme hyper tard. Je me rappelle, les gens étaient déjà à fond dans ses meetings sans programme. Février, c'était fin février. Aux Échos, un cadrage, une journée, on en a parlé très rapidement et hop, on est passé à autre chose. Ouais. Après, il a fait d'autres mouvements, il a fait plein de choses pour effacer le fait que l'on puisse... Et puis, les journalistes aiment tellement le buzz. Donc, dès que tu fais un buzz, on parle de ça. Il préfère parler de la barbe de Macron qu'il a laissé pousser plutôt que de parler de son programme. Donc, il l'a fait très rapidement. Et puis après, on est passé à chose. Il l'a fait parce que l'exercice l'obligeait à le faire. Mais s'il avait pu ne pas le faire, il l'aurait pas fait. D'ailleurs, en 2022, il n'a rien fait. En 2022, il a dit « Je ne débat même pas avec vous. C'est la guerre, je suis occupé à d'autres choses. » Le programme, il n'y avait que la réforme qu'il a dit « Bon, je vais quand même faire ça pour montrer qu'il y a un truc. » Mais il n'a rien dit. Il est arrivé, voilà. Donc, on a eu une élection en 2022 qui a été, avec un sentiment pour beaucoup de gens, qui a été presque volée, parce qu'il y a eu un contexte qui a été utilisé. Donc là, il ne faut pas qu'on nous refasse le même coup en 2027. Il ne faut pas que ce soit la com, la petite phrase qui domine le fond. Parce qu'une fois qu'on arrive après dans le dur, c'est toujours les mêmes politiques qui sont appliquées. Là, il faut vraiment qu'il y ait un virage macroéconomique. Il faut qu'il y ait un vrai virage. Et le social a été très abîmé sous Macron. Les inégalités ont augmenté. Les gens sont beaucoup plus pauvres qu'avant et beaucoup plus tristes. Les services publics fonctionnent moins bien. Donc, ce qu'il a promis n'a pas eu lieu. Son pari n'a pas réussi. Par contre, les riches sont devenus très, très riches. Eh bien, merci Thomas. Évidemment, vous savez, on va être très vigilant à ça. On décortiquera évidemment les programmes. Puis, vous savez, on aime bien aller traîner notre micro chez les politiques. Donc, on ira les poser, les questions. C'est pour ça que le média doit exister. C'est une transition toute trouvée. Excellent. Je rappelle que le média a besoin de vous. Nous devons réunir 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour assurer la survie du média. Et à un an de 2027, garantir un média audiovisuel indépendant qui produit un véritable contre-discours, c'est vital pour la démocratie. On vient d'en faire la démonstration. Alors faites partie des 10 000, sauvez le média à partir de quelques euros par mois et défiscalisable. Rendez-vous sur cap.lemediatv.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.